Vendredi 6 février 2015, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, une nouvelle victime de l'insécurité à Port-au-Prince. Dr Rodolphe Dorville a été assassiné par balle ce vendredi à Delma 19 par des individus armés circulant à moto. Dr Dorville était marié et avait 2 enfants. Le ministre de la Communication a indiqué ce vendredi que le gouvernement attend du CEP le projet de décret électoral. Les conseillers électoraux auront à déterminer l'opportunité d'organiser 1 ou 2 élections cette année dans le pays, a précisé Rothschild François Junior. Alors qu'il participait ce vendredi à une table ronde sur les élections à l'université Quisqueya, le président du CEP, Pierre-Louis Aupon, a annoncé que des mesures seront prises en vue de renforcer le système électoral. Elles concernent la constitution des bureaux de vote et le contentieux électoral. La présence des soldats onusiens en Haïti est illégale, ne reposant ni sur des documents reconnus par la Constitution haïtienne, ni sur la Convention de Genève, selon l'ex-représentant de l'OEA en Haïti, Ricardo Seitenfus, qui continue de dénoncer l'ingérence de la communauté internationale en Haïti. L'opposition poursuit la mobilisation. La table de concertation annonce une nouvelle manifestation à Port-au-Prince ce samedi et maintient le mot d'ordre de grève pour les lundis 9 et mardi 10 février pour exiger une nouvelle baisse des prix des produits pétroliers sur le marché local. À l'étranger, l'Est ukrainien s'enlise dans le chaos. Le couple franco-allemand s'active sur le plan diplomatique pour tenter d'obtenir un arrêt des combats. Un cessez-le-feu de quelques heures a été observé ce vendredi à Debaltseve pour permettre l'évacuation des civils. Le défilé carnavalesque annulé dans plusieurs municipalités au Brésil pour cause de sécheresse, mais à Rio, le carnaval prévu le 17 février aura bien lieu. Plus de millions de touristes y sont attendus. En sport, vainqueur 3-0 de la Guinée équatoriale jeudi soir, le Ghana affrontera la Côte d'Ivoire en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La demi-finale de cette compétition a été marquée par des incidents en tribune et une interruption de près d'une demi-heure. Cleveland a enchaîné une 12e victoire consécutive en dominant les Clippers 105-94 pour s'emparer de la 3e place dans la conférence Est au détriment des Wizards de Washington battus par les Hornets 87-94. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bienvenue dans le développement du journal. Une nouvelle victime de l'insécurité à Port-au-Prince. Dr Rodolphe Dorville a été assassiné par balle à Delma 19 ce vendredi par des individus armés circulant à moto. Les malfrats sont repartis tranquillement après avoir commis leur forfait et n'ont rien emporté. Dr Dorville était marié et avait 2 enfants. Les précisions de Dr Janès Aristide, directeur de l'hôpital Alma Mater de Gouamone, où travaille la victime, et témoin du drame. Tout le monde qui peut voir ici, on connaît que machine hôpital Alma Mater Gouamone, c'est là, tous les personnels, les médecins, les infirmières, toujours à l'école. Ça veut dire que les messieurs auront les âmes, moi je vais les âmes, et puis il y a un monsieur qui dit oh oh, et puis il va dans la bouche comme ça, avec les âmes. Après ça, que les nègres, et puis les nègres tirent. Pour ne pas aller prendre la machine pas derrière. C'est ça. C'est 2 nègres qui arrivent. Moto non, c'est sans moto. Moto arrive par là. Des jeunes ou bien des jeunes garçons. Les nègres tirent sur moi. Ils tirent sur moi, et puis là, passer tête moi. Qui ça d'abord qui a expliqué que vous tirez sur monsieur ou bien vous tirez sur vous? Même personnellement, je fais l'anonyme. Vous comprenez? C'est pas qu'on est pour monsieur. Parce que monsieur, c'est. Il faut me dire que monsieur, c'est.
un médecin, oui, médecin lié. Et chaque vendredi, machine là, toujours vient prendre tout personnel à aller. Est-ce que vous tirez monsieur au coup y aller? Oui, yo passé son, yo fin tirer. Pendant yo fin tirer balle de loin. Que c'est derrière yo et tirer monsieur passer son y aller. Exactement. C'est même côté nous, même côté nous. Oui, pourquoi ça c'est monsieur tirer pas tirer? Là yo tirer, yo premier tirer balle là, c'est moi qui t'ai devant. C'est moi qui t'a dû prendre. Parce que monsieur Piro passe. Par contre, c'est dans la bouche, monsieur prendre qui fait le tomber. C'est l'autre qui passe derrière. C'est deux. Premier à tirer. Tous les deux armés? Tous les deux armés. Tous les deux armés. Non, mais il va pas entrer dans la machine même. Parce que depuis qu'on est sorti l'autre bord, c'est tirer seulement dans la machine. Il va pas entrer dans la machine même, non? Autre point de l'actualité, le ministre de la Communication, Rothschild François Junior, a indiqué vendredi que le gouvernement attend du CEP le projet de décret électoral pour pouvoir convoquer le peuple en 5 comices. Le porte-parole du gouvernement informe qu'une rencontre s'est tenue cette semaine au Palais national entre le président Michel Martelly et le premier ministre Evans Paul et des conseillers électoraux qui auront à déterminer l'opportunité d'organiser 1 ou 2 élections cette année dans le pays. Le ministre Rothschild François Junior. Et n'attend au niveau du gouvernement que CEP a envoyé un projet de décret électoral dans le cadre d'organisation élection en Haïti. Et m'a rappelé encore une fois que l'élection c'est une priorité gouvernement en place parce que nous voulons que bon gens élections organisées à l'État dans le pays pour être capable de renouveler le personnel politique là, en Haïti. Donc, nous attendons que CEP soumette nos jeudi un décret de projet de décret électoral là pour nous capables d'avancer dans le cadre de l'organisation élection. Nous semaine ça, le président de la République là, son Excellence Michel Joseph Martelly, avec le Premier ministre Evans Paul, ainsi que le ministre qui est concerné par la question électorale, collègue Fritz Jean-Louis, ils ont parlé avec membres du conseil électoral provisoire dans le Palais national, côté ont discuté de plusieurs dossiers, état d'avancement processus là, au niveau du CEP. CEP a garanti que la travail en pile, notamment pour prendre des décisions très importantes, notamment sous question de bed avec BEC. Nous connaissons que des contestations qui étaient faites au niveau de secteur ça. Donc CEP a travaillé en pile sous question ça pour capable adopter une décision définitive et donc pour capable présenter à la nation. Pour ça qui concerne le calendrier électoral, CEP en tout a travaillé sur question de calendrier électoral et une question qui a toujours venu souvent, est-ce que nous parlons un seul ou bien est-ce que nous parlons 2 élections? Ça me dit c'est que Balsalina mais conseil électoral provisoire là, CEP, il y a des techniciens qui ont travaillé en plus sur question. Donc de même nous attendons que au niveau du gouvernement que présenter un décret, projet de décret électoral là pour nous capable avancer. Mais nous garantit que au niveau de CSPN qui c'est Conseil supérieur police nationale là, il y a pile réunion qui fait et chaque fois réunion faite, question électorale a toujours été sous tapis à savoir faut que la police nationale de concert avec la MINUSA qui parle appui que ce soit technique ou bien en matière de sécurité, eh bien, il faut que nous travaillions pour nous capables d'aboutir à la réalisation de bonnes élections en Haïti, des élections honnêtes, démocratiques, inclusives, pour permettre que renouveler le personnel politique. Donc, c'est une véritable priorité pour ce gouvernement. La chaire Louis-Joseph Janvier sur le constitutionnalisme en Haïti de l'Université Quisqueya a organisé ce vendredi une table ronde autour du thème qui élit nos présidents des universitaires. Leaders politiques, ex-candidats à la présidence ont participé au débat dont les principaux intervenants étaient l'ex-conseillère électorale Juliette Chérubin, le président du CEP Pierre-Louis Aupon, l'ex-représentant de l'OE en Haïti, le professeur Ricardo Seitenfus, le président du conseil électoral Pierre-Louis Aupon, a mis l'accent sur les éléments constitutifs du système électoral qui contribuent à le fragiliser, entre autres le rôle des membres des bureaux de vote dans les fraudes électorales, le CEP qui est jugé partie au niveau du contentieux électoral, l'impunité inhérente au système et l'incapacité du CEP à faire respecter la loi. Les explications du président du CEP, Pierre-Louis Aupon. Les procédures, je dis, qui constituent les éléments fondamentaux de la fragilisation de l'institution, qui, au nom de la Constitution et les lois de la République, a pourtant la mission exclusive de l'organisation et du contrôle des élections qui aurait dû permettre au peuple haïtien effectivement d'élire son président. Et voyons donc ces éléments géniteurs de tout ce qui suivra en termes d'évaluation, de discrédit, de mise en cause des différents processus électoraux qui ont suivi depuis 1986. Premier élément. La responsabilité des membres des bureaux de vote dans les actes de fraude. On va se mettre en face
des éléments qui constituent la fragilisation du système lui-même. Et ces éléments, pour parler du ventre de la bête, sont à l'intérieur du système et font fonctionner le système. La loi électorale, qui est le cadre légal de ces élections, dans son article 139, définit que le bureau de vote est formé de 3 membres, soit un président, un vice-président et un secrétaire. Le président du bureau de vote est responsable des opérations de vote, du dépouillement du scrutin, et il garde la garde de tous les documents électoraux du bureau de vote, le président du vote. Article 140. Les membres du bureau de vote sont recrutés par tirage au sort en accord avec les représentants de partis politiques sur une liste fournie par ces derniers. Autre élément du problème, le procès verbal de dépouillement est dressé puis signé par les membres du bureau de vote et par les représentants des partis politiques. Le premier contact du CEP avec le résultat électoral, c'est après 6 heures du soir sur le procès verbal affiché par les membres de partis politiques qui ont géré le scrutin et qui ont compté les voix à l'intérieur du bureau de vote. Deuxième élément du problème, le contentieux électoral versus l'indépendance du CEP qui est juge et partie quand il y a contestation du résultat. Troisième élément du problème, c'est l'impunité inhérente au système électoral et l'incapacité du CEP de faire respecter la loi. Face à ce constat, des mesures seront prises en vue de corriger la situation. Par exemple, les membres des bureaux de vote seront choisis par les partis politiques, mais sur des listes proposées par différents secteurs de la société civile, ce qui permettra au CEP de retracer les membres des bureaux de vote pour qu'ils puissent faire face à leurs responsabilités en cas de fraude avérée. Le contentieux électoral sera composé de tribunaux de 5 personnes avec la présence de 2 membres du CEP, de 2 avocats militants recommandés par les associations de barreaux et d'un juge recommandé par le CSPJ. Aussi, a dit Pierre Léopon, le CEP sera minoritaire dans les décisions du tribunal électoral. La loi électorale votée le 10 décembre 2013, sur laquelle est en train de se prononcer le CEP pour faire une proposition de projet de loi à l'exécutif pour les prochaines élections, il est dit que les membres du bureau de vote seront choisis par les partis politiques, mais sur des listes proposées par des organisations telles que les universités, les églises, les associations de femmes, les associations professionnelles, pour au moins 3 raisons. La première, on va essayer de corriger cette notion d'impunité parce que ces membres de bureau de vote seront retraçables. Donc, le CEP va résoudre le problème de retraçabilité des membres du bureau de vote pour qu'ils puissent faire face à leurs responsabilités en cas de fraude avérée, la première chose. La deuxième chose, on va enlever cette justification a posteriori qui veut que c'est par manque de formation académique ou c'est le niveau de formation du monde de bureau de vote qui l'avait empêché de faire un travail acceptable de formation de ces gens auxquels on aura à donner une formation additionnelle pour leur permettre de travailler ce jour du vote. On ne peut pas empêcher à un membre de bureau de vote d'être partisan, dans la mesure où on souhaiterait que l'idéal serait la tendance où tous les citoyens seraient membres de partis politiques et auraient un comportement citoyen par rapport au choix des gens qui doivent les diriger. Plus, le CEP se réserve le droit, au nom de la loi, de choisir de ces listes par tirage au sort sur l'ensemble des gens que proposons les partis politiques. Aujourd'hui, dans la nouvelle loi électorale, le contentieux électoral sera composé de tribunaux de 5 personnes. Dans ce tribunal électoral, il y aura 2 membres du conseil électoral provisoire, 2 avocats militants recommandés par les associations de barreaux et un juge recommandé par la CSPJ sur des listes desquelles devront choisir le CEP. Donc très facilement, le CEP peut être minoritaire dans une décision qui sortira du tribunal électoral. Et c'était un biais pour corriger ce problème de contentieux électoral sans en sortir le CEP de sa constitution, compte tenu du fait que la loi dit que le CEP décide en dernier recours.
On vous l'a dit, l'ex-conseillère électorale Ginette Chérubin était l'un des principaux intervenants, l'auteur de l'ouvrage Témoignage, le ventre pourri de la bête. Quelques extraits de l'intervention de Ginette Chérubin. Cette historique couvre une période non moins importante que celle s'étendant de 1803 à 1993. Si après quelques caractéristiques évoquées par l'auteur, constitution dictatoriale, mépris de la Constitution, entorse aux principes démocratiques, président fantoche, gouvernement provisoire, renvoi du Parlement, élections frauduleuses, élections partisanes, protestation populaire, mascarade référendaire, référendum bidon, et protestation populaire, coup d'État, coup de force, enfin crise, et encore aujourd'hui, crise. Jamais je n'ai personnellement assisté à une injonction de l'exécutif ou du président, précisément du président, au niveau de la prise de décision du CEP. Bon, moi, j'ai jamais assisté à ça. Par contre, la révision du décret régissant le fonctionnement du CEP s'est effectuée directement au Palais national. Le déblocage des fonds destinés aux élections et aux partis politiques a parfois traîné. Le personnel politique à élire à certains moments, dans ce contexte d'accumulation de retard au regard de la périodicité constitutionnelle, a dû être déterminé en concertation avec l'exécutif, car les décrets convoquant le peuple en ses comices sont signés par le chef d'État, qui devient acteur impliqué. Et les moyens à mettre en œuvre dépendent largement de l'exécutif. Les élections indirectes n'ont jamais eu lieu. Perspective amendement constitutionnel. Les moyens disponibles n'ont pas permis, par exemple, que les élections municipales se réalisent en 2010, etc. L'exécutif n'a pas nécessairement besoin d'intimer des ordres aux membres du CEP. Il dispose de mains leviers qui peuvent être manipulés à souhait et souvent sans commentaire. Il y va de l'habileté avec laquelle cette manipulation est faite. De 4 millions de dollars tirés des fonds publics en 1990 à 8 millions de dollars en 1995, le coût des élections atteint 29 millions de dollars en 2010. La promesse de 2014 était de 34,6 millions de dollars. Citons un passage du ventre pourri de la bête, c'est justement celui-là que le recteur avait énoncé. À titre comparatif, la superposition de certaines données accuse de 40 dollars par électeur en Haïti contre 2 dollars au Brésil. La présence des soldats onusiens en Haïti est illégale, ne reposant ni sur des documents reconnus par la Constitution haïtienne, ni sur la Convention de Genève, selon l'ex-représentant de l'OEA en Haïti, Ricardo Seitenfus. À elle seule, la MINUSTAH a reçu pour son fonctionnement depuis juillet 2004 pas moins de 8,6 milliards de dollars, fait remarquer le professeur brésilien, soulignant l'échec de l'aide internationale en Haïti. Ricardo Seitenfus précise que ces 30 dernières années, le pays a reçu environ 30 milliards de dollars de la communauté internationale pour une longue transition chaotique. En réfléchissant sur cette transition, cette longue transition en direction au paradis démocratique qu'on nous promet, Haïti a parcouru ces presque 30 dernières années, ces processus, 29 ans en fait, à dépenser des énergies extraordinaires, à briser des rêves, à dépenser des sommes faramineuses que personne n'ose calculer. Personne n'ose calculer. Mais sans les apports qui ont été supposément faits après le tremblement de 2010, on peut dire que ces 30 dernières années, Haïti a coûté à la communauté internationale, dans ses différents niveaux, ses différentes interventions, environ 30 milliards de dollars. Seulement la MINUSTAH, de juillet 2004 à la date, pour le fonctionnement de la MINUSTAH, a coûté 8,6 milliards de dollars. Pour le fonctionnement strict de la MINUSTAH. La présence des Nations Unies en Haïti est illégale. Elle ne repose pas sur un document reconnu par le droit du traité,
par la Constitution haïtienne, par la Convention de Genève. L'erreur, on ne peut pas revenir en arrière, parce que, à partir de là, le Conseil de sécurité a une carte blanche pour intervenir en Haïti, même au mépris du droit international, même au mépris du droit des traités. Lui, en parlant du choléra, qui accorde l'immunité aux Nations Unies en Haïti, cet accord a été signé par Gérard Latortue et non par le président Boniface Alexandre, contrariant un principe fondamental, si je ne m'abuse, l'article 136 de la Constitution haïtienne et du droit des traités. Autre point de l'actualité, les dirigeants de la table de concertation critiquent l'attitude des forces de l'ordre accusées d'avoir utilisé de manière abusive des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestations de l'opposition. Les agents de la PNH n'ont même pas épargné l'enceinte inviolable de l'université, déplorent ces dirigeants de l'opposition qui affirment qu'une dizaine de militants, d'étudiants et même de journalistes ont été victimes jeudi en marge d'une manifestation qui, disent-ils, se déroulait de manière pacifique. Ils maintiennent le mot d'ordre de grève pour les lundis 9 et mardi 10 février et invitent la population à participer à la manifestation prévue pour ce samedi dans la capitale haïtienne. Les précisions d'Assad Volsi, Serge Jean-Louis et André Fado. On dénonçait façon que la police, de manière brutale, a intervenu pour disperser la manifestation. Notamment hier, pendant que la manifestation prend une zone DGI, ils ne sont pas seulement contentés de lancer gaz lacrymogène. En pile, moun prend balle, notamment balle caoutchouc. Environ une dizaine de moun prend balle, notamment des journalistes, un journaliste de Vision 2000 qui prend balle caoutchouc. On a profité de l'occasion ça pour nous confirmer manifestation 7 février dans la rue Port-au-Prince. Pour nous continuer à exiger le départ de Michel Martelly, mais pour nous continuer à demander tout. Baisser prix gaz. Manifestation, comme à l'ordinaire, la réunie dans 2 lieux de rassemblement. Nous avons sorti dans Delma 18. Le Delma 18, nous sommes tombés dans l'autoroute de Delmar. Tête droite Pétionville. Nous avons dirigé route de Boudon. Nous arrivons en route de Boudon, nous descendons Boudon. Nous apparaissons sous la lue. Nous avons entré par Rue Capois, Champ de Masse, pour nous livrer des derniers messages, des circonstances. Lundi matin, c'est opération Bail la Ria Blanche, pas dit tuite, pas dit ouaille. Mardi matin, opération Bail la Ria Blanche, pas dit tuite, pas dit ouaille. Et cette fois-ci, comme le conseil de syndicat qui a négocié grève peuple pour 5 gouttes, nous-mêmes nous disons lundi, mardi, c'est grève peuple a fait. C'est grève organisation de base, c'est grève syndicat qui était conséquent à fait. Et bien nous-mêmes, nous demandons pour respecter le mot de grève. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs, mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Une nouvelle victime de l'insécurité à Port-au-Prince, Dr Rudolph Dorville, a été assassiné par balle ce vendredi à Delma 19 par des individus armés circulant à moto. Dr Dorville était marié et avait 2 enfants. Le ministre de la Communication a indiqué ce vendredi que le gouvernement attend du CEP le projet de décret électoral. Les conseillers électoraux auront à déterminer l'opportunité d'organiser 1 ou 2 élections cette année dans le pays, a précisé Rothschild François Junior. Alors qu'il participait ce vendredi à une table ronde sur les élections à l'université Quisqueya, le président du CEP, Pierre-Louis Aupon, a annoncé que des mesures seront prises en vue de renforcer le système électoral. Elles concernent la constitution des bureaux de vote et le contentieux électoral.
La présence des soldats onusiens en Haïti est illégale, ne reposant ni sur des documents reconnus par la Constitution haïtienne, ni sur la Convention de Genève, selon l'ex-représentant de l'OEA en Haïti, Ricardo Seitenfus, qui dénonce l'ingérence de la communauté internationale en Haïti. L'opposition poursuit la mobilisation. La table de concertation annonce une nouvelle manifestation à Port-au-Prince ce samedi et maintient le mot d'ordre de grève pour les lundis 9 et mardi 10 février pour exiger une nouvelle baisse des prix des produits pétroliers sur le marché local. À l'étranger, l'Est ukrainien s'enlise dans le chaos. Le couple franco-allemand s'active sur le plan diplomatique pour tenter d'obtenir un arrêt des combats. Un cessez-le-feu de quelques heures a été observé ce vendredi à Debaltseve pour permettre l'évacuation des civils. Les défilés carnavalesques annulés dans plusieurs municipalités au Brésil pour cause de sécheresse, mais à Rio, le carnaval prévu le 17 février aura bien lieu. Près de millions de touristes y sont attendus. En sport, vainqueur 3-0 de la Guinée équatoriale jeudi soir, le Ghana affrontera la Côte d'Ivoire en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La deuxième demi-finale de cette compétition a été marquée par des incidents en tribune et une interruption de près d'une demi-heure. Cleveland a enchaîné une 12e victoire consécutive en dominant les Clippers 105-94 pour s'emparer de la 3e place dans la conférence Est au détriment des Wizards de Washington battus par les Hornets 87-94. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programme et surtout bon week-end sur Télé Pluriel.